comme d'habitude, je vais essayer de vous montrer comment dessiner ça avec des formes simples, le plus facilement possible, sachant que vous pouvez apporter des variations à ce que je fais, c'est-à-dire faire le corps plus petit, la tête plus grosse, faire des rayures ou pas des rayures, enfin bref, sur le principe vous avez l'habitude, vous savez comment ça se passe. Donc là, pour une araignée, en fait, on commence simplement. On va commencer... Alors, comme les fois dernières, j'avais précisé que, sachant qu'on travaille à main levée, le rond, de base, on fait un truc qui est pas parfaitement rond. Faut pas hésiter à repasser plusieurs fois, en une fois ou en plusieurs fois, hein, sur sa forme pour qu'elle soit la plus proche de ce qu'on a en tête. Là, en l'occurrence, d'un rond. Quelle surprise, dis donc. Et de venir gommer après, une fois qu'on arrive à dégager une forme qui nous convient à peu près. Voilà. Hop. Alors pourquoi mes raccourcis ne marchent pas? Le truc, il a décidé de m'embêter. Je vous jure, marche plus. Ah voilà, c'était ça. Bon, il veut pas faire ce que je lui demande Photoshop aujourd'hui, je sens que ça va être sympa. Tant pis. Alors, je fais un premier rond pour l'abdomen, et là, je fais comme la semaine dernière, je repars sur le même principe de patate. Je fais une patate un peu écrasée pour la tête. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut reprendre la forme de l'abdomen, et là, clairement, je viens plutôt en pointe sur le dessus, parce que habituellement, j'aurais fait une araignée qui est plus mignonne, donc il y a des formes beaucoup plus rondes. J'aurais pas fait des mandibules comme là je vais les faire. Est-ce qu'on dit des mandibules pour une araignée? J'ai un doute. J'ai un doute. Hop. Et dès maintenant, je vais venir faire le ménage. Parce que surtout si vous travaillez au crayon, très rapidement, vous allez être embêté par les traits parasites qui sont les traits de construction. Donc vous n'hésitez pas. Tu ménages. Et ici, de la même façon, j'ai l'abdomen et le visage qui se chevauchent. Là, je mets plutôt en avant l'abdomen parce qu'on met un tout petit peu en avant, très légèrement, le côté un peu plus effrayant, même si là, sincèrement, je travaille sur des formes qui sont plus mignonnes qu'autre chose, mais bon. Et on peut venir ajouter les mandibules, je sais toujours pas. On dit mandibule ou on dit pas mandibule? M'en fous, je vais dire mandibule. Alors là, je pars d'un arrondi, et quand j'arrive au sommet de la mandibule, je repars tout de suite sur le côté, et je fais la même chose en symétrie. Ça pourrait ressembler à un croc, c'est le même principe qu'un croc. Et avant de venir ajouter les pattes, je vais faire 2 ronds qui sont relativement gros, parce que, comme ce que je disais la semaine dernière, quand on travaille en kawaii, ce qui prédomine beaucoup, c'est les yeux énormes. Alors je l'applique pas toujours, vous le verrez après et je vous expliquerai pourquoi. C'est pas toujours le cas. Hop. Et là, comme je travaille sur tablette et que je travaille pas avec un papier, avec une feuille et un crayon, je peux venir me permettre de gommer proprement à l'intérieur. Et je viens ajouter des petits reflets dans les yeux. Et comme la dernière fois, je vous expliquais que depuis quelque temps, je fais des joues beaucoup plus grandes qui viennent carrément chevaucher le bord de mes dessins. Alors ça peut... Là, vous voyez, je me rends compte que je suis un peu décalée entre les yeux qui sont pas hyper bien au milieu. Qu'est-ce qui fait ni? Ah, je viens de voir ta question et petit, du coup j'en profite. Question, le fait de gommer un trait ou l'autre entre la tête et l'abdomen, c'est pour dire qu'elle descend ou qu'elle monte? Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'histoire d'action de l'araignée en elle-même. C'est juste que le fait de faire l'abdomen plus grand et qui passe au-dessus de la tête, ça met en avant l'abdomen en lui-même et pas la tête du personnage. Si j'avais voulu mettre en avant le fait que l'araignée soit mignonne, j'aurais agrandi beaucoup plus la tête et j'aurais fait le corps beaucoup plus petit, comme ce que je fais habituellement quand je dessine du kawaii. Là, j'ai fait l'inverse parce qu'on est bien dans le thème d'Halloween, malgré le fait que ma petite araignée, elle ait une tête pipou. C'est quand même Halloween qui prédomine. Donc pour l'araignée, j'ai fait l'inverse de ce que je fais d'habitude, tête plus petite, abdomen plus grand. Est-ce que ça répond à ta question? Pour les pattes, easy. Si on schématise, on fait 2 rectangles. J'en fais un premier qui part de l'abdomen vers le haut,
Et ici, à l'intersection, alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prolonge. Mais c'est vraiment pour la schématisation, hein, pour que ce soit le plus simple possible. Je fais un long triangle qui vient dans le prolongement du bout du rectangle. On s'est compris? À la limite, on pourrait laisser comme ça et juste venir gommer à l'intérieur. Ça fonctionne très bien. Et faire la même chose. Alors, moi j'en avais fait 3, mais après je vais faire les 3 et après je vais rajouter la pâte supplémentaire, puisqu'apparemment on a une pro des araignées. Là pour le coup, n'hésitez pas à partir un petit peu en biais pour les pattes inférieures. Sinon on va rapidement être gêné. Hop. Pour le placement de toutes les papates. Et encore une fois, rectangle. Hop. Voilà. Évidemment, il me manque une qu'on peut placer au-dessus. Là, par contre, je vais rapidement être embêtée. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que si je rajoute un rectangle ici, là, tout va bien. Sauf que si je prolonge mes traits, je vais arriver rapidement dans la patte qui est devant. Et comme on est en 2D et qu'on ne travaille pas en perspective du tout, je trouve plus sage à ce moment-là, si on veut vraiment lui mettre 4 pattes, d'en mettre une, voilà, qui va venir un petit peu chevaucher, voilà. Faire une plus petite et une près du visage. Voilà, ça me paraît plus cohérent comme ça. Et après, on fait la même chose, mais en miroir. Si vous avez un souci au niveau du placement des pattes, n'hésitez pas, si vous voulez, avec des traits très légers, à venir placer des traits de construction. Alors, comme il y en aura beaucoup, ça va un peu foutre le bazar. Mais sincèrement, vous n'êtes pas obligé du tout. Là, on part sur des dessins qui ne sont pas à faire, a priori, sur du format raisin. Donc, au niveau de l'exactitude du placement, c'est pas gênant si vous êtes un peu décalé. Mais sachez que si ça vous rassure, ou si vraiment vous vous en sortez pas, vous pouvez faire ça. Moi, je vais m'en passer, parce qu'en plus, j'ai fait un brouillon par en dessous, et que je suis une grosse feignasse, donc il n'y a pas de raison que je me complique. Attendez, je vais recommencer. Parce que là, je me rends compte qu'il doit être un peu plus long. Et même au niveau du placement, si ça vous arrange, vous faites pas les pattes en entière à chaque fois. Vous placez les premiers rectangles en miroir, ceux qui sont là, vous les placez en miroir de l'autre côté. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose comme ça. Et c'est ce qui va vous permettre de vous assurer qu'au niveau des tailles des pattes, on est pas mal. Et au niveau de la symétrie aussi. Donc on arrive à peu près à quelque chose comme ça. Je ferme tous mes rectangles. Et là, alors, là je me rends compte en cours de route que je fais des pattes plus épaisses d'un côté que l'autre. C'est pas grave, je reprends. Voilà. Et puis, voilà, on a à peu près quelque chose comme ça. Et quand c'est fini, on gomme. Je rappelle l'importance de vraiment pas appuyer fort sur son crayon si vous bossez en traditionnel. Parce que si vous appuyez trop fort, vous allez vous retrouver avec des sillons dans votre feuille ou des traits de crayon qui sont trop prononcés et que vous n'arriverez pas à gommer dans leur totalité. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on vient faire, moi je vous conseille, parce que ça ajoute une petite profondeur, parce que les traits qui seront légèrement arrondis sur son abdomen ici, comme ça, vont venir apporter, hop, c'est quoi le mot déjà? Aidez-moi, j'avais dit que ce serait laborieux aujourd'hui. Hein. Une substance, une dimension à votre personnage. Et en plus, le fait de rajouter des bandes qui peuvent être orange ou jaune, et noir, ça rappelle aussi les couleurs d'Halloween et c'est pas plus mal. Hop, j'ai oublié encore une ici. Là, on va embrayer sur le dessin de petites fioles. J'en ai fait de 3 formes différentes. Vous pouvez vraiment changer la forme des fioles comme vous voulez. Là, j'ai essayé de varier les formes et les longueurs de goulot pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Mais en vrai, c'est hyper simple. Hop. Alors,
comme d'habitude ou comme bien souvent, je commence par une forme ronde. Voilà. On peut faire les 3 en même temps, même si vous voulez, ça peut être sympa. Là, je pars sur je pars sur une base d'un trapèze. Et pour la dernière, on peut considérer que c'est un demi-cercle. Voilà. Qui est coupé quasiment au milieu. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir tout simplement placer les goulots. Si on schématise, c'est des rectangles allongés. Qu'on peut faire plus ou moins épais en fonction du flacon qu'on a dessiné. Là, il est plus fin ici, parce que la forme ronde, elle s'y prête beaucoup plus. Et là, je l'ai fait plus épais, parce que disons que voilà, si je vous le refais en plus petit. J'ai mon trapèze, je fais un goulot très fin. Après, voilà, et un bouchon. C'est moins équilibré que si je fais un trapèze. J'ai un goulot plus épais et un bouchon. Tout simplement. Voilà, maintenant c'est plus propre. Et pour le dernier, sachant que je travaille sur des formes très différentes, comme je vous disais, pour vous montrer l'étendue des possibilités, qu'est-ce que je m'exprime bien. Goulot très haut et très fin. Là, c'est aussi cohérent dans le sens où je fais une forme qui est beaucoup plus basse, qui est beaucoup plus aplatie. Je viens jouer les contrastes avec un goulot qui est beaucoup plus haut et beaucoup plus fin. Et après, tout simplement, on fait des rectangles horizontaux qui viennent marquer, voilà, le haut du goulot. Et de la même façon, pour les bouchons qu'on va venir mettre à l'intérieur, plus ou moins grand et plus ou moins gros en fonction de ce que vous avez dessiné jusque-là. Et là, c'est pareil, on peut venir mettre un tout petit bouchon. Et déjà là, on peut venir faire un peu de ménage, parce qu'il y a des formes qui se chevauchent, et il y a des formes qui sont imbriquées les unes dans les autres, et pour lesquelles il est absolument nécessaire de venir gommer pour que ce soit cohérent. Mais... comme d'hab, on n'appuie pas sur son crayon. Voilà, je viens gommer à l'intérieur pour que ma forme, elle soit la plus nette possible. Alors dans le bas, soit vous pouvez laisser la fiole arrondie, soit vous pouvez venir pour asseoir un petit peu la forme et qu'elle soit plus stable visuellement parlant, venir couper un petit peu et mettre un trait horizontal qui va amener de la stabilité à votre dessin. Ce qui est pas mal. On pourrait ajouter, si on veut, un petit rebord. Ça dépend du niveau de détail que vous souhaitez apporter à votre dessin. Là, disons que pour des fioles, c'est simple et c'est rapide de venir ajouter des petits détails qui peuvent faire une différence si vous avez envie de partir dans des dessins un petit peu plus élaborés. Mais évidemment, c'est absolument pas une obligation. Alors là, c'est trop épais. Je viens réduire un petit peu ici et nettoyer. Alors, soit on joue sur la transparence du flacon et on voit le bouchon qui vient se caler à l'intérieur, soit on pas de transparence et on vient juste enlever ici le surplus et on comprend quand même qu'il y a un bouchon qui vient fermer la fiole. Moi aussi. Pour le deuxième flacon, je suis partie sur une forme géométrique de base pointue, mais j'ai envie d'avoir un flacon qui soit arrondi sur les bords, donc je viens me servir de ma forme géométrique pour faire des arrondis dans les coins. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir une forme géométrique de base, parce que on part tout de suite sur une forme qui est correcte, parce qu'on a un guide. Et après, on peut venir gommer ce qu'on a fait. Voilà. Et on gagne en lisibilité. Pareil. Là, intersection entre les deux éléments, je viens gommer. Ici, pareil. Mais pour celui-là, je vais laisser le bouchon apparent. Du coup, je vais revenir faire les formes à l'intérieur. Je viens faire un petit peu de ménage ici aussi. Bon, je suis pas dans un truc hyper clean et hyper net parce que je suis là pour vous montrer et pas pour finir quelque chose.
oui, 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 et oui. Et pour le troisième, je viens aussi gommer un petit peu pour que ce soit plus facile de dessiner la suite. Voilà. Et on va faire notamment le contenu des flacons. Facile. On va suivre les contours de la bouteille, mais avant toute chose, il faut marquer l'endroit où vous voulez que votre liquide arrive à l'intérieur du flacon. Donc là, quand j'ai mis des yeux à l'intérieur, je suis partie à un niveau un peu supérieur à la moitié du flacon. Et après, on marque l'épaisseur de la bouteille, tout en conservant quand même... Voilà. Je veux dire quoi, je sais plus. Et comme j'ai fait un fond plat, même chose. En fait, je suis vraiment tous les contours de la fiole que j'ai dessiné avant. Et du coup, c'est relativement simple de savoir si vous êtes bien au niveau des proportions et au niveau de la cohérence de votre dessin ou pas. Bon, là, c'est un des Dia de los c'est pas Muertos plutôt? Halloween mexicain, du coup, papier mâché, perso avec robe tout en... Oh, ça va être trop bien. En plus, on a regardé Coco il y a pas longtemps, et à chaque fois je chiale avec ce truc, c'est pas possible. C'est pas possible. Une fois que vous avez fait ça, je dessine un premier œil à l'intérieur. Pour l'instant, on symbolise les yeux juste avec des ronds. On viendra faire les détails plus tard, c'est pas la peine de commencer à faire les pupilles. Là, j'ai fait des petits détails pour les petites veines à l'intérieur, les petits vaisseaux à l'intérieur des yeux qui accentuent le côté Halloween. Pour l'instant, on fait pas ça. On vient juste faire des ronds, faire des globes oculaires. Et sachant qu'on joue un petit peu quand même sur la profondeur de champ, on va pas faire que des ronds qui se touchent comme ça, parce que dans la réalité, ça se passe pas tout à fait comme ça. On peut faire... Voilà. Il y en a un qui passe derrière. Lui, on va considérer qu'il y en a peut-être un ici qui est caché. Donc celui-là, il est un petit peu au-dessus. Et comme ça suit un peu l'ovale de l'intérieur de la fiole, on peut venir, voilà, ici, ajouter des yeux. Et là, je peux en mettre un troisième si je veux. Un troisième, n'importe quoi. Comme d'hab, je sais pas compter. Troisième œil, je te jure. Lancelot, comment tu vas? Ça fait longtemps! Ça fait longtemps. Une fois qu'on a fait ça, très simplement, et pour apporter une diversité au dessin et pas toujours mettre les pupilles dans le même sens ou au même endroit, viens par ici toi, voilà. J'en mets un premier ici, j'en mets un deuxième qui regarde vers le bas, un troisième qui regarde sur le côté. Là il est un peu dans le même sens, donc je vais varier, je vais plutôt le mettre par là. Je peux même en mettre un là. Hop. N'hésitez pas à varier l'endroit où vous mettez les pupilles, voilà, pour que ce soit un peu plus fun. Une fois qu'on a fait ça, on peut, moi je vais venir avec une broche un peu plus petite, ajouter les petits vaisseaux. Alors là, c'est tellement petit qu'on les voit pas. Ajouter les... C'est trop gros. C'est trop gros. Je vais mettre 16 peut-être. Voilà. Les petits vaisseaux sanguins. Alors, pour ce faire, franchement, faut pas trop vous prendre la tête. C'est comme si vous faisiez des petits éclairs. Je sais pas si ce que je raconte est clair, mais vraiment, vous partez dans des zigzags qui sont plus ou moins pointus. Avec des fourches, vous pouvez. Voilà, et qui s'arrêtent pour pas arrêter abruptement un petit vaisseau. Vous pouvez faire des fourches, c'est beaucoup plus facile. Hop. Et lui, comme la pupille elle est quelque part cachée, on peut être en fin de petit vaisseau. C'est bizarre de raconter ça comme ça, je vous assure, c'est bizarre. Donc on en est là. C'est clair, c'est clair. Merci, Petit. Ouais, c'est ça, c'est l'heure du pré-goûter, on est totalement d'accord. On est totalement d'accord. J'ai ajouté aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut pas ajouter grand chose pour que ça vienne enrichir votre image, des petites bulles. Vous pouvez en mettre beaucoup, qu'une ou deux, c'est comme vous voulez, et ajouter un petit reflet ici.
Alors, le reflet, vous pouvez le faire juste arrondi, ou vous pouvez faire une forme, voilà, plus aplatie. C'est vraiment à votre appréciation et en fonction de ce que vous avez envie de dessiner. Faites des essais, voyez ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins, et adaptez, adaptez à ce que vous souhaitez faire, tout simplement. Il faut tester pour savoir ce qui vous plaît et ce qui fonctionne pour vous. Le second, il est un peu plus simple. J'ai fait moins de détails, mais comme la forme elle est différente et beaucoup plus imposante, je voulais pas mettre trop de détails à l'intérieur. Sinon, au niveau de la lecture des 3 flacons, celui du milieu aurait beaucoup plus accaparé le regard. Donc j'ai préféré partir sur une forme plus grande au niveau du flacon, mais qui a moins de contenu visuellement. Et donc là, plutôt que de partir sur le liquide qui est à l'intérieur, je commence par l'étiquette. Pourquoi? Parce que l'étiquette, elle est plus grande que ce qu'il y a à l'intérieur du flacon. Mais de la même façon, je suis les rebords de mon flacon. Du coup, c'est facile. Des lignes droites. Et comme c'est pour Halloween, bah, j'étais partie sur un contenu avec une tête de mort dessus. Tête de mort, on l'a déjà vu la semaine dernière. Une forme patatière. On vient en dessous à peu près un tiers de la forme. Ajouter la forme pour les dents. On vient gommer les traits parasites qui sont en trop. Et là, on peut venir ajouter des traits verticaux pour signifier que normalement, il y a des dents. C'est simplifié à l'extrême, mais visuellement parlant, c'est largement suffisant pour qu'on comprenne ce que c'est. Alors, là, j'ai mis la tête de mort un petit peu trop haute par rapport à l'étiquette. Comme je travaille en numérique, c'est pas un souci. Je peux venir descendre un petit peu le tout. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des petits os de nos derrière. Mais je l'ai pas fait parce que ça me semblait plus proche du symbole de la piraterie que quelque chose qui soit plus cohérent avec le thème actuel qui est Halloween. C'est comme vous voulez. Pas patatière, on dit. Et une fois qu'on a fait ça, on peut venir, hop, ici, ajouter le liquide. Voilà. Alors là, ce qu'on peut faire, si on veut pas juste avoir un liquide à l'intérieur qui soit tout plat, c'est venir ajouter des moitiés de rond, plus ou moins gros, pour signifier que la potion à l'intérieur, elle fait des bulles. Et après, on vient gommer là où il y a des intersections, et on peut venir du coup à l'intérieur, venir ajouter des petites bulles qui vont qui grimpent. Je vais réussir à m'exprimer correctement un jour. Je vais y arriver. Un reflet si on a envie. Donc là, on essaie de suivre un petit peu plus la forme du flacon, ici. Alors par contre, si vous avez l'impression que il peut y avoir un problème d'interprétation entre les reflets que vous avez crayonnés et les bulles, ça disparaîtra à la mise en couleur si vous en faites une. Parce que par définition, le reflet sur votre bouteille, admettons que vous faites un flacon qui est vert foncé, le reflet, il va être vert plus clair. Si à l'intérieur votre liquide, par exemple, il est orange, les bulles seront orange aussi. Donc il n'y aura aucun problème d'interprétation ou Enfin, on ne pourra pas se tromper sur ce qui est dans le flacon ou à l'extérieur du flacon. Pour le troisième flacon, même principe. Là, je mets pas d'étiquette parce que le flacon est petit et j'ai envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour le coup, pour celui-là, j'avais décidé que le liquide qui est à l'intérieur prend la totalité jusque... Attendez, je suis pas partie droite là du coup. Jusque dans le goulot. Hop. Donc j'ai fait monter le liquide jusque là. Vous pouvez le faire monter moins haut, comme d'hab. Et une fois qu'on en est là, on peut venir symboliser facilement des petites araignées avec des petites formes arrondies et ajouter des papates. Alors s'il y en a 4, là par contre, je suis plus embêtée. Là, je me rends compte que je suis embêtée, mais
Je suis embêtée pourquoi? Parce que mon brush il est épais pour pouvoir placer suffisamment de pâte. Donc je vais venir réduire le diamètre de ma brush. Et là, normalement, voilà, je suis moins embêtée. Et là, en fait, on se rend compte relativement rapidement qu'on n'a pas besoin de mettre de détails pour qu'on comprenne tout de suite que ce sont des araignées. Il suffit d'avoir une forme patatière, 8 pattes, et on comprend tout de suite que c'est des araignées. Si vous faites le dessin en plus grand et que vous avez envie d'ajouter plus de détails, vous pouvez, mais c'est clairement pas nécessaire. Juste ça, nickel. Mais j'avais envie d'ajouter, ça me paraissait trop simple comme forme de bouteille, j'avais envie d'ajouter un petit peu de détails. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue ajouter, je vais ajouter un calque pour le coup, une araignée plus grande, mais que je garde néanmoins très schématisée. Comme si l'araignée, elle était voilà, en équilibre sur le flacon. Ça peut, on peut, enfin voilà, après en fonction de l'imagination de chacun, soit on peut partir du fait que c'est une vraie araignée qui est venue se balader sur la fiole, soit pas du tout. Voilà. J'ai gardé les très gros ronds, très gros yeux, parce que j'aime bien ça, mais vous pouvez très bien partir sur des formes beaucoup plus petites, voire faire un visage totalement différent en fonction du style d'araignée que vous voulez dessiner. Pour le chat, déjà, je vais remettre le filtre blanc au-dessus pour que ce soit plus visible pour vous. Même chose. Forme patatière, ronde la plupart du temps, avec quelques rectangles. Je m'explique. Là, comme c'est un chat, contrairement à l'araignée de tout à l'heure, je vais partir sur une tête un peu plus grosse que le reste du corps. Alors, on vient faire une première patate pour marquer le visage. Une deuxième patate qui est collée à la première, qui est plus petite néanmoins, pour le reste du corps. Bon là je suis partie sur un rond qui n'est pas rond du tout, comme vous voyez, je m'en fous, je continue à faire mes traits. Là j'ai un brush qui est très épais, c'est un peu moins pratique que quand c'est un chouïa plus fin, néanmoins c'est pas tellement gênant. Je viens déjà faire un petit peu de ménage pour que ce soit plus lisible pour moi. Voilà. Sachant que de toute façon, on va repasser sur les traits et que là, clairement, ça sert juste à construire le chat et que c'est pas les traits qui vont rester là de façon définitive. Si c'est approximatif, c'est pas grave du tout. C'est Halloween, ayez peur. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir faire la jonction, pas avec la gomme, mauvaise idée, entre la tête et le reste du corps au niveau du dos. Donc je vais venir chercher un petit peu l'arrondi de la tête du chat ici, mais je vais pas partir dans ce sens-là, je vais partir dans le sens inverse, pour faire le raccord entre les deux. Donc j'arrive ici, voilà. Et je viens vraiment... faut pas faire d'angle, enfin, pas dans ma façon de dessiner en tout cas. C'est vraiment très doux, c'est très rond, tout est dans l'arrondi. Donc on vient, voilà, chercher ici l'arête du dos du chat. Une fois qu'on est arrivé à peu près à la moitié, je prolonge le trait pour venir marquer la patte arrière, sachant que là, le chat, j'ai dessiné assis. Hop. Comme mon chat, il est assis, je vais pas descendre trop bas pour faire la patte arrière, parce que sinon, ça sera pas cohérent. Ça voudrait dire qu'à l'avant, il a des pattes gigantesques. Or, c'est pas le cas du tout. On descend légèrement pour pas que le bas du bidou touche le ventre. Et voilà. Je viens marquer ici la patte arrière. Je viens encore une fois toucher le bas de mon rond qui marque le corps du chat. Et je remonte. Alors, c'est pas très lisible. Je suis désolée. Est-ce que déjà là, il y a des questions ou est-ce que tout va bien? Pour pas que le bas du bidou touche le ventre. Pour pas que le bas du bidou touche le ventre. Le sol, tu veux dire? C'est moi qui ai dit pour pas que le bas du bidou touche le ventre? Je voulais dire touche le sol. Désolée.
Non, pas libérer, délivrer, celle-là, je peux pas la blairer de chanson, j'en peux plus. Et la chanson du bonhomme de neige, celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'avoue, j'aime bien. En tant qu'huissier du chat, je confirme les dires. Pardon, désolé. Je me suis gourute, hein, ça arrive. Non, faut pas. Le sol, pas le bidou. Le sol. Tu la connais par cœur, Créa, ou je rêve? Je crois qu'elle va chanter aussi avec moi. Tant qu'on est là, je vais venir faire la queue du chat. Là, contrairement à ce que j'avais dit la semaine dernière pour les chaudrons et les volutes de fumée, où j'avais précisé qu'il fallait éviter de partir sur des traits qui fassent la même, qui sont à la même distance à chaque fois. Je vous avais dit pour les volutes, voilà, on essaie justement de varier les épaisseurs, ça fait plus naturel. Là, pour le chat, bien évidemment, il faut des traits qui soient hyper parallèles. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, je viens marquer les pattes avant et après on s'occupera de la tête. Alors, là, on a l'épaisseur un petit peu du cou qui est apparu ici. Bon, si on part du principe que de l'autre côté, c'est quasi la même chose, on arrive à une forme un peu comme ça. Vous faites en symétrie. Sur mon croquis de base, j'ai pas bien fait. Je vais reprendre, c'est pas grave. C'est ça, faites comme vous aimez. Ah, mais non! Là, j'avais pas lu de quoi vous parliez. Bref. On a fait le coup qui vient sur le côté du bidou. On vient prolonger pour avoir une première petite papate. Voilà. Et tout de suite à côté, on vient mettre la deuxième papate. Dont la naissance ici est cachée par la patte arrière. C'est l'heure de faire un petit peu de ménage dans son dessin. Alors, si comme moi, là, vous vous rendez compte que le rendu, il est un peu bizarre, pas hésiter à gommer et à reprendre les pattes. Là, ça arrive trop haut. Je viens gommer derrière aussi. Hop. Voilà. Et de temps en temps, j'ai besoin de refaire des traits de construction parce qu'il y a une incohérence dans ce que je suis en train de dessiner qui m'énerve. Allez, let's go les petites oreilles. Pour les oreilles, je fais simple. Si vous voulez vraiment schématiser, vous partez vraiment sur un angle ouvert. Hyper simple. Alors, on part pas au milieu de la tête parce que c'est pas naturel, il y a un écart à respecter quand même entre les oreilles. Du coup, pareil, je vous conseille de tester. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir de l'arrondi de la tête et quand on suit le mouvement, plutôt que de continuer à tourner, on va tout droit. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ici. Voilà. Et là, on a le placement des oreilles qui est relativement facile à mettre en place. Ça marche pas, la Marseillaise. Lancelot, il n'y a pas. Merci, petit. Si, voilà, si on veut continuer à avoir un rendu plutôt arrondi pour ce chat, on va pas laisser les traits tels quels, on va plutôt venir arrondir les oreilles. Ici, et pareil de l'autre côté. Et évidemment, venir gommer les traits parasites ou les traits de construction. Voilà. Ce que je fais aussi, c'est que je rajoute une petite épaisseur à l'oreille. Donc on a le même mouvement. J'invite mais Tata à relire le chat un un peu peu plus plus haut vers car elle a dû l'intérieur, louper j'arrive. quelques messages. Pour le placement des oreilles, ce que j'aime bien faire et ce qui rend les choses relativement simples, c'est tu prends l'arrondi sur le côté de la tête de ton chat et voilà, à un moment, plutôt que de continuer l'arrondi, tu pars tout droit. Donc je le refais en plus petit. T'as ton chat ici, t'as l'arrondi qui est là, et là, tu prends tout droit et tu descends et tu fais la même chose de l'autre côté. J'ai l'arrondi de la tête, mais je continue tout droit
Et là, j'ai le placement de mes 2 oreilles. Comme on est parti sur une forme hyper ronde et plein d'arrondis partout, je vais pas laisser les oreilles de mon chat pointues en ligne droite comme ça. Donc j'arrondis un petit peu en partant de la pointe. Je vais d'une pointe à une autre, j'arrondis chaque côté. Et après tu fais le ménage. Non mais t'inquiète pas, Ipouti, y a pas de souci. À la fourche, je tourne à gauche. Est-ce que c'est bon pour toi? J'étais en train de dire que du coup, voilà, j'ajoute une petite épaisseur à l'oreille en faisant le même mouvement. Je pars de la pointe de l'oreille jusqu'au visage, mais avec un petit décalage. Alors, je viens gommer les traits de l'intérieur de l'oreille. Mais je m'arrête à la petite épaisseur que j'ai dessinée juste avant. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous voulez, rajouter des petites touffes de poils dans les oreilles. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez un chat très simple, si vous voulez un chat avec des poils courts ou des poils longs, c'est à votre appréciation. Moi, j'avais rajouté sur le côté, j'avais fait des petits ponts pour ajouter, ce que j'aime bien. Ça rend le chat plus mignon, je trouve. Et souvent mes chats, je les fais comme ça. Je rajoute, voilà. C'est un peu comme Flamiaous, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi, hein, on a les rêves qu'on a. Hop. Les yeux, j'ai envie de dire, comme d'hab me concernant, ils sont très souvent très grands. Hop. Et souvent aussi, pour rendre un animal ou un personnage encore plus mignon, ne pas hésiter à mettre les yeux de chaque côté du nez, mais de façon relativement basse. Si je mets le nez plus bas ou les yeux plus hauts, le côté mignon sera moins présent. Faites l'expérience de votre côté, vous verrez rapidement que ce que je dis, c'est vrai. Tu les mets où sur la tête? Alors, ça dépend de ce que tu veux faire. Là, moi, j'avais envie, tu vois, de mettre une bouche, euh, voilà, relativement ouverte et plus étirée en hauteur. Donc du coup, j'avais laissé la place suffisante au niveau du visage pour pouvoir caser ça. À peu près au milieu, je dirais. À peu près au milieu du cercle. J'arrive pas à descendre mon nez, il est pas amovible. Et de la même façon, j'ai fait des très grands yeux, donc je fais hop, de très grandes pupilles. Voilà. Et petit détail qui rend le chat encore plus pipou, j'aime bien rajouter, alors c'est pas des mèches, parce qu'on est d'accord que on parle de mèches pour un être humain, mais j'ai pas d'autre mot, alors vous ferez avec. J'ai ajouté trois petites mèches ici, qui viennent accentuer encore le côté mignon. Alors là, ça t'aidera pas, Ipouetti, pour ton histoire de chat qui est pas content, parce que je lui ai fait une bouche qui sourit, et du coup, ben, spontanément, les yeux vont suivre. Par contre, si je veux faire un chat pas content, je vais évidemment pas lui faire une bouche qui sourit. Tu peux partir simplement sur une bouche qui part vers le bas et qui est fermée. Comme c'est un chat, si tu veux suivre les babines, tu peux aussi partir vers les babines qui tirent vers le bas. Et du coup, tu vas venir t'aider vraiment des sourcils qui sont aussi en forme de V vers le bas pour accentuer le fait qu'il est pas content. Ça peut être suffisant. Si vraiment tu veux montrer qu'il est genre ultra vénère, hop, tu peux venir accentuer le mouvement des sourcils qui va vers le bas en allant un peu, tu vois, couper entre guillemets dans les yeux pour que ça suive le voilà, ça suive le mouvement. Et là, tu vois au niveau des yeux, ça change beaucoup. Tu peux encore accentuer le truc en étirant l'œil, tu vois, et en rétrécissant un peu la pupille. Là, tu vois, l'œil que j'ai fait, il y a deux traits, un rond, on comprend tout de suite l'expression du chat vénère. Une bouche de pas content, tu fais comment? Est-ce que je l'ai faite avant que tu le demandes? Enfin,
Ou c'est toujours d'actualité? Du coup, je vais laisser sa tête comme ça, hein, tant pis, c'est pas grave, il est rigolo quand même. Toujours d'actu? Bah, je te les montre. Je te les montrais juste avant, en fait. Je t'ai dit pour le chat, du coup, tu... Alors, tu peux aussi faire abstraction du petit trait que j'avais fait en dessous du museau. J'avais fait ça, et j'avais fait, tu vois, ça. Ou la bouche qu'il a actuellement, hop, qui est en triangle ouvert. Ou tu peux décider que voilà, le trait là, il t'embête. Et du coup, tu préfères t'abstenir de le dessiner. Et là, tu peux vraiment... En fait, ce qu'il faut que tu fasses, quand tu veux dessiner une expression et que les traits de base, pour faire ton croquis, t'arrives pas à les définir, tu penses au smiley. Ton smiley qui est pas content, il est dessiné comment? Souvent, c'est bouche qui est tirée vers le bas, les yeux comme ça. Et là, tu vois, je sais pas si c'est clair ce que je te raconte, mais vraiment pour essayer de schématiser un maximum, essayer de comprendre de quel type de trait ton expression doit partir, pense smiley. Ça va t'aider à fond. Avec des grosses dents. Bah là, du coup, ce que tu peux faire, tu peux ajouter une seule dent si tu veux, ou si ta bouche elle part comme ça. Après, ça fait beaucoup plus vampire tout de suite. Ça fait beaucoup plus vampire. Mais tu vois, tu peux rajouter des petites canines qui sortent comme ça de la bouche, c'est pas gênant. Fais des essais. Parce que en vrai, il n'y a que toi qui sais vraiment sur quelle expression définitive t'as envie de partir. La tête de ce pauvre chat. Non, mais franchement, il est mignon quand même. Les moustaches. On a oublié les moustaches. Alors pour les moustaches, on pourrait partir sur les traits parallèles, mais franchement, c'est pas joli. Et on comprend pas nécessairement que c'est des moustaches. Du coup, essayez de faire des traits qui ont l'air de partir de la même zone. Qui ont l'air de se rejoindre si on poursuit les traits. Il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est venir faire le ménage. Ce qui va vous permettre, si vous avez envie, de rajouter par exemple un collier. Ou si vous avez envie, j'ai pas fait les petites patounes. Hop. Donc soit d'ajouter un collier. Bon là c'est vraiment fait à l'arrache, hein, donc voilà. Mais vous voyez un petit peu où je veux en venir. Là ça peut être vachement rapide aussi parce que c'est relativement simple. Pour la lune, quelle grande surprise. Un grand rond. Comme d'hab, j'arrive pas à le faire bien du premier coup. Donc je viens faire plusieurs épaisseurs de mon rond et je viens après gommer pour garder les éléments qui m'intéressent. Comme je reste à l'étape du croquis, je vais pas aller dans le... Je vais pas aller chercher le dessin bien net et bien clean. C'est pas gênant du tout. Je viens placer un nuage en dessous et un nuage qui passe devant la lune. Moi, ma façon de faire les nuages, elle est relativement simple, mais je vais pas vous faire des nuages, voilà, comme ça. Ils sont sympas, mais ils font très enfantin. Ce que je préfère faire dans le cas des dessins pour Halloween, c'est de venir faire des dessins qui sont un peu plus effilochés en longueur et qui ont une forme qui n'est pas régulière. Donc là, je vais venir faire un trait horizontal qui vient marquer la largeur de mon nuage. Et après, je vais venir faire des sortes de petits ponts qui sont... Voilà. Là, j'en fais deux petits, et par exemple, tout d'un coup, je viens en faire un très grand. Et là, j'en refais des plus petits, mais vous voyez, quand je pars à droite, mes petits ponts, ils partent plutôt vers la droite. Une fois que j'ai fait un grand pont, les suivants qui sont plus petits, ils partent plus vers la gauche. Et au fur et à mesure, je les aplatis. Sachant que la forme plus grande que j'ai faite ici,
On n'est pas obligé de la faire partir droite. Elle peut partir complètement sur le côté, genre... Merde, c'est ma gomme. Elle peut partir... Je n'ai pas accès à ça dessus. Elle peut partir comme ça, si on veut. Même chose en dessous. Je pars sur une base horizontale. 1, 2... Alors là, je suis partie petit et au fur et à mesure, je les agrandis. Et d'un coup, je pars sur... Voilà. Un gros arrondi qui part dans le sens inverse. Et c'est l'irrégularité de ces formes-là qui va venir faire la singularité de vos nuages. C'était beau, non? C'était beau. Après ma lune, elle est chouette telle qu'elle, mais elle est ultra simple. Ce qu'on peut venir ajouter facilement et rapidement, hop, c'est des formes ovoïdales à l'intérieur qui sont plus ou moins grands, qui peuvent venir jusqu'au bord qui passe aussi derrière le nuage. Faut pas hésiter à faire se superposer les formes pour que ça paraisse plus naturel et que ce soit plus joli. On va venir gommer ça après, c'est pas gênant du tout. Voilà, n'hésitez pas à venir mettre par au-dessus, à gommer, à essayer des choses. Voilà. Et une fois qu'on en est là, on peut venir faire des chauves-souris, mais de la même façon qu'on a schématisé les petites araignées tout à l'heure dans la fiole, on va faire la même chose pour les chauves-souris. Je vais pas venir mettre de détails à l'intérieur, c'est vraiment faire comme en fait la lune elle est derrière, elle va venir éclairer les chauves-souris par l'arrière, donc ça va créer des formes noires qui passent devant la lune. Est-ce que c'est clair? Il est beau mon fromage, hein? On est d'accord. Donc, pour les chauves-souris, je pars sur... Alors, on peut venir colorier. On peut venir mettre de la matière directement à l'intérieur de la forme qu'on va dessiner. Même principe que pour le chat, grosse tête. Et là, pour le coup, très petit corps. On va juste venir dessiner les ailes. Et il y a déjà eu un tuto là-dessus la semaine dernière. Et là, voilà. Les ailes, elles partent d'une base relativement étroite. Et plus on s'éloigne du corps, plus l'aile, elle est large. Voilà. Et pour bien signifier que c'est des chauves-souris, on vient mettre deux petits triangles voilà, en haut de la tête. Et si vous voulez, vous pouvez venir marquer les petites papates avec deux traits, ou même en plus si vous voulez, vous pouvez en mettre trois. Ça dépend de l'épaisseur de votre outil. Et on vient faire la même chose en plus ou moins grand. On peut venir en faire passer, voilà. Ici je travaille en numérique donc je peux déplacer et voir ce que ça donne. On peut en placer des plus petites qui sont orientées d'un autre sens pour ajouter un petit peu de dynamisme à l'image. Là ma brush c'est comme si mon crayon n'était pas assez taillé, j'arrive pas à avoir une mine pointue et du coup les oreilles ne le sont pas non plus. Un rond pour la tête, un plus petit pour le corps, les ailes avec trois petits ponts d'un côté, pareil de l'autre. Hop, et voilà. On va partir sur le dessin du hibou. Comme d'hab. Grosse tête, corps plus petit. Et là, je suis pas partie sur une forme ronde, je suis partie sur une forme un peu plus aplatie. Ce que vous pouvez faire, si c'est plus simple pour vous, si vous avez des difficultés à vraiment à dessiner des formes ovales, n'hésitez pas à venir essayer de les inscrire dans des rectangles. Ça peut être plus facile pour vous. Même essayer de pousser, si vraiment c'est compliqué, voilà, à venir marquer le milieu. Et là, vous savez que, voilà, l'ovale, il doit venir au bord ici, mais après, vous devez rejoindre le trait qui est là. Voilà. Et ça peut vachement vous aider à faire des formes qui sont plus régulières. Si à main levée, c'est compliqué pour vous de faire des formes un peu ovales.
Voilà. Mais sinon, de la même façon qu'on essaie à faire à main levée des ronds, soit vous interrompez votre trait et vous essayez de venir le reprendre pour faire un ovale. Moi, je fais plutôt ça quand j'ai des formes un peu plus grandes que d'habitude à J'invite faire. Tata à relire le Sinon, chat un peu j'arrive, plus haut car elle a dû louper quelques ça messages. marche. Sinon, quand je le fais en plus petit, je fais comme pour les ronds, je repasse plusieurs fois sur ma forme jusqu'à trouver la ligne qui me convient. Sachant qu'encore une fois, on cherche pas la perfection, on essaie d'apprendre en faisant des choses qui nous plaisent et qui peuvent être marrantes à faire aussi avec les enfants pour ceux qui en ont. Donc là, j'ai une forme potatoïdale, je vais faire la même chose mais un peu plus ronde pour le corps. Et encore une fois, on va faire en sorte... Souvent, mes personnages n'ont pas de cou, ce qui accentue le côté mignon. Donc du coup, il faut pas hésiter à faire en sorte que la tête et le reste du corps se chevauchent vachement pour justifier le fait que la tête soit accrochée au corps mais qu'il n'y ait pas de cou. Donc là, corps plus petit que la tête. Je viens gommer direct. Ce qui est censé ne pas apparaître parce que ça passe en dessous. En fait, je suis en train de réfléchir parce que au point où on en est, on peut commencer par tout et n'importe quoi parce qu'on rentre directement dans le détail. Donc on peut soit faire les ailes. Les ailes, pas compliqué. On part ici de l'intersection entre la tête et le reste du corps. On laisse une place vers le bas pour pouvoir venir dessiner les pattes. Et on fait un arrondi. Même chose de l'autre côté. Et pour les pattes, alors, si vous voulez schématiser, on peut faire une sorte de rectangle qui partent dans des directions opposées. Et après, venir faire les petites papates. Ou, si vous êtes, voilà, au niveau juste au-dessus, on part sur des arrondis qui vont dans le même sens pour le haut et le bas de la patte. Et après, bon là je suis partie, faut que je modifie un petit peu, mais voilà, dans l'esprit. On part dans le même sens au niveau des arrondis, sachant que les deux pattes sont en symétrie, donc elles partent dans des directions différentes. Arrondi part vers la gauche. Voilà. Une fois qu'on en est là, on peut continuer et terminer le bas du corps. Et là, je me sers du bas de la forme ronde que j'ai faite pour le bas du corps. Sauf que comme je le fais plus petit, naturellement, l'ovale que je vais faire, il va s'inscrire. Hop. Il va s'inscrire par ici. Il va venir marquer le bidou de notre hibou. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir déjà avec deux ronds également. Alors là, il faut savoir, il faut avoir conscience que les deux ronds vont se chevaucher. Hop. Alors pour le diamètre, ben c'est comme d'habitude, hein. Vous faites des essais. Faut pas que ce soit trop petit parce que là vraiment la tête prédomine. Et si vous faites des ronds qui sont trop petits, les yeux vont aussi être très petits. Et souvent ce qu'on dessine pour les hiboux ou les chouettes en mignon, en kawaii, c'est la taille des yeux qui est importante. Et souvent c'est très grand. Et attendez, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire parler et en même temps dessiner. Donc là, je suis venue gommer l'intersection des deux cercles. Et comme je le disais juste avant, je refais des yeux qui sont très grands pour ce hibou. Encore une fois, pas facile de savoir si on fait des yeux bien identiques en termes de hauteur. Donc n'hésitez pas à rajouter des traits de construction de ce type-là, mais de façon très très légère ou sur un calque différent si vous travaillez sur tablette, pour avoir une symétrie quasi parfaite au niveau des yeux.
Et ça vous aide aussi pour le placement. Parce que souvent, on a un œil un peu plus haut que l'autre, parce que c'est difficile de gérer le diamètre des yeux et en même temps le bon placement. Donc n'hésitez pas à rajouter des traits de construction si vous en avez besoin. C'est fait pour ça. Donc, maintenant que je me suis aidée de mes traits de construction et que j'en ai plus besoin, je peux venir le gommer. Qui dit grands yeux dit grande pupille. Voilà. Et à l'intersection des deux yeux, j'allais dire. À l'intersection des deux cercles qu'on est venu placer juste avant les yeux sur le visage, on peut venir poser le bec. Et venir gommer les traits qui sont devenus superflus. Et comme pour le chat tout à l'heure, j'ai trouvé mignon de venir ajouter un petit détail comme celui-là. En fait, souvent on dessine ce genre de détail en illustration jeunesse sur la tête des bébés. Les bébés, souvent on les fait chauves, ou avec très peu de cheveux, et on vient ajouter quelques mèches au-dessus du visage pour venir ajouter un petit peu de mignonitude au visage qu'on est en train de dessiner, et ça marche bien aussi pour les animaux, faut pas hésiter à en user et en abuser. Ça ajoute une dimension pipou. Et voilà, on vient ajouter ici. Alors, j'ai pas pensé. On peut aussi partir sur une forme géométrique pour le placement. 2 petits rectangles ou 2 petits carrés de chaque côté. Voilà. Une fois que vous avez fait votre forme géométrique de base pour placer ou pré-placer les derniers éléments, voilà. Vous pouvez vous servir de ça pour venir mettre les arrondis à l'intérieur. Et après, voilà. Finir votre forme et venir tout simplement gommer. En fait, il ne faut pas oublier que les formes géométriques dont je vous parle tout le temps, elles sont hyper utiles parce qu'elles viennent vous guider dans ce que vous êtes en train de dessiner et du coup, vous vous posez beaucoup moins de questions sur comment faire, où le placer. Tout ce que vous pouvez schématiser, schématisez-le, ça va grandement vous aider. Et comme d'hab, on n'appuie pas sur son crayon, comme ça quand on vient gommer, c'est propre, ça laisse pas de traces. Et on est content. Là, on va partir sur le dessin d'un visage de loup-garou. Forme géométrique de base. On part sur quoi? Je vous le donne en mille. Là, on part sur un visage un petit peu plus allongé. Je l'avais spécifié la semaine dernière, notamment pour les sorcières. Mais quand je dessine des éléments comme des monstres qui sont censés être un petit peu moins mignons et un petit peu plus effrayants, je pars sur des formes plus allongées, voire carrément rectangulaires en fonction des personnages, et c'était le cas pour le zombie. Là, pour le loup-garou, on est quand même de base sur un humain qui est transformé, donc je garde une tête ronde, et c'est tout. Donc là, comme on le voit déjà, au bout du compte, j'ai ma tête ronde, enfin ovale, de base, et dessus, je suis venue ajouter les poils, qui viennent vraiment donner les caractéristiques principales d'un loup-garou, hormis les oreilles pointues et les canines proéminentes. Ce qu'on remarque le plus chez un loup-garou, c'est la tête poilue. On va pas le faire tout de suite néanmoins, ça c'est une des dernières choses qu'on va rajouter. Ce qu'on va venir greffer tout de suite, c'est les oreilles. Pourquoi? Parce que si je fais des poils qui ne sont pas symétriques de chaque côté du visage, on va vite être perdu sur l'endroit où il faut venir caler les oreilles pour qu'elles soient symétriques et que ce soit cohérent. Donc j'avais dit oreilles pointues, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux monstres. Souvent, quand on veut rendre quelque chose de plus monstrueux ou de moins humain, on vient beaucoup accentuer les caractéristiques du visage et des éléments qui le composent, en étirant, en rendant les choses plus pointues. Et c'est le cas aussi pour le loup-garou. Sachant que pour le loup-garou, bah, comme son nom l'indique, c'est censé être un mélange entre un loup et un humain. Donc faut pas hésiter à jouer sur le côté pointu de la chose. Alors,
comme je viens de le dire, les oreilles du coup seront beaucoup plus grosses, beaucoup plus présentes. Donc, si on veut schématiser, voilà, on part sur un rectangle qui n'en est pas un parce qu'il est déformé. Il est plus pointu vers le haut. Et si on veut faire la même chose de l'autre côté, voilà. En fait, on part sur un angle pointu ici. Et celui-là, il est beaucoup plus... Attendez. C'est pas un angle droit, mais pas loin. Mais c'est schématisé, encore une fois. Une fois qu'on a fait ça, on peut se servir de l'angle qu'on a créé ici, qui restera pointu comme ça. Mais on va venir faire un S inversé, qui va entrer à l'intérieur de la forme et après en sortir. Et une fois qu'on a atteint la pointe ici, on s'arrête pas, on finit la forme pour aller jusqu'à l'arrondi du visage. Même chose de l'autre côté. Je pars de la pointe qui est ici, mais c'est en symétrie. Donc tout à l'heure, j'étais partie vers la droite, là je pars vers la gauche. Et à peu près au milieu, hop, je vais venir faire mon S et arriver jusqu'au visage. Une fois qu'on a fait ça, on vient gommer. Même si des fois je viens gommer un peu plus que nécessaire dans mon dessin, c'est pas grave, vu qu'après je vais venir rajouter au-dessus des détails comme des poils. Encore une fois, on n'appuie pas sur son crayon, comme ça on peut venir gommer facilement sans faire de traces, et c'est beaucoup plus propre. Une fois qu'on a placé les oreilles, on peut venir intégrer le visage, parce que après on va venir ajouter des détails poilus sur le visage, donc on peut pas les placer avant d'avoir mis les traits principaux du visage, comme les yeux, la bouche et le museau. Comme les fois précédentes, j'essaie de mettre les yeux qui sont relativement gros, mais proportionnellement plus petits que ceux que je fais d'habitude. Je place d'abord le museau, qui pour le coup se trouve à peu près au milieu du visage. Donc je fais un triangle à l'envers. Je pars de la pointe du bas. Voilà, comme c'est un mélange entre un loup et un humain, j'essaie de garder certaines caractéristiques du loup, mais de le mélanger quand même avec les traits des humains que je peux faire habituellement. Donc, le trait qui part en dessous du museau, caractéristique des félins. Même si vous allez peut-être me dire qu'un loup, c'est pas du tout un félin, j'en sais rien, me tapez pas. Et ici, je viens faire un trait horizontal, qui est relativement grand, qui mange une bonne partie du bas du visage. Et je viens faire un demi-cercle qui peut ne pas être parfait, c'est absolument pas un problème. Et là, on vient lui mettre, voilà, deux grandes dents bien pointues pour le dessus. Et j'en mets deux plus petites qui viennent s'inscrire à l'intérieur ici de l'espace restant en bas. Ce qui me permet d'avoir la place pour mettre la langue qui vient habiller un peu l'intérieur de la bouche. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir inscrire mes yeux. Là pour le coup, si vous voulez savoir à peu près à quelle hauteur je les ai fait par rapport au museau, c'est relativement simple. À peu près là, ici, par rapport au haut du museau, si vous prolongez virtuellement le trait, vous arrivez à peu près à la moitié de la hauteur des cercles que je viens dessiner pour les yeux. J'en ai fait un plus grand que l'autre, ça se voit tout de suite, je vais recommencer. Voilà. Et là, pareil, je viens faire de grands iris et de grandes pupilles. Hop. Et comme c'est un personnage qui par définition est relativement méchant / agressif, je viens accentuer ce trait de caractère avec un trait sous chaque œil qui part du haut vers le bas en venant manger un tout petit peu le bord de l'œil. Et je vais faire des très gros sourcils qui vont plutôt vers le bas. On a eu le cas tout à l'heure pour un autre personnage. Là, limite, ça pourrait faire juste un vampire si je m'arrêtais là. On va en faire un autre tout à l'heure, mais ça pourrait presque faire une bonne base de vampire. Bon, les oreilles sont pas tout à fait adéquates, mais c'est pas grave. Tu mets la langue toujours après les dents.
Oui, parce que sinon, j'ai un problème de chevauchement entre les dents et la langue la plupart du temps, et c'est plus simple de faire dans ce sens-là que de faire l'inverse. Une fois que j'en suis là, il me reste plus qu'à rajouter les poils. Pour ce qui est sur le visage et pas à l'extérieur, je vais travailler en symétrie. Donc je vais partir à peu près entre les 2 yeux et je vais, voilà, partir sur un V arrondi. Hop. Si vous pouvez essayer de travailler simultanément des 2 côtés, si c'est un problème pour vous, vous faites d'abord un côté et après vous essayez de faire la même chose en symétrie de l'autre côté. C'est vraiment en fonction de ce qui vous arrange le plus et de ce que vous avez plus ou moins l'habitude de faire ou de la façon dont vous fonctionnez. Et on vient réitérer l'opération. Alors vous allez sûrement vous rendre compte en cours de route, comme c'est le cas pour moi, que mon visage malgré tout, il n'est pas parfaitement symétrique. Donc si je veux vraiment faire la même chose des 2 côtés, là je vais avoir un souci, parce que mon arrondi, il est plus plat à droite qu'à gauche. Bah c'est pas grave, je triche, hop, et mon trait sera un peu plus court, mais sincèrement c'est pas gênant. Et c'est aussi dû au fait que mon sourcil, là, il est plus allongé ici qu'à gauche. Mais en vrai on s'en fout. On s'en fout. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir vraiment vous servir de l'arrondi que vous avez créé en forme de base pour faire le visage de votre loup-garou et venir ajouter... Alors là pour le coup, on n'est pas obligé du tout. On peut partir dans tous les sens. Alors pour le bas, j'essaie de garder un minimum de symétrie, mais une fois que je suis arrivée aux oreilles, j'hésite pas à essayer de donner un mouvement par exemple sur le côté. Si je vais trop vite, vous me le dites, hein, mais vraiment, ne pas se prendre la tête. Je suis partie de la droite avec un mouvement clairement arrondi vers la gauche. Si vous voulez pas faire ça, faites vos essais comme vous avez envie. L'avantage du loup-garou, c'est que, voilà, au niveau de la fourrure, on peut se permettre de partir dans tous les sens. Là, je pourrais même partir comme ça si je voulais. Ce serait pas très grave. Alors, ça peut vous paraître un peu le foutoir, c'est normal, ça l'est. Faut juste qu'à un moment, les traits pour délimiter la fourrure sur le visage rejoignent ceux qui sont à l'extérieur. Donc ça va vous paraître un peu le foutoir. N'hésitez pas à gommer pour voir concrètement ce que ça donne. Alors, là par exemple, ça reste là, ça bouge. Ça c'est l'oreille qui passe derrière. Hop. Je suis pas parallèle, mais alors soit de ce côté-là, j'ai envie que ce soit un peu plus et je peux venir rajouter ici une petite mèche. Et là, c'est un peu plus cohérent. Voilà. C'est pas parfaitement symétrique, mais franchement, ça fait le job. Et voilà. Le cercueil. Franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus facile que ça. À mon avis, ça va être relativement rapide. On va partir quasiment que sur des lignes droites. Et tête de mort. Après, vous pouvez rajouter les détails que vous voulez. Je vous donne le truc de base. Si vous avez des difficultés à faire une symétrie et que vous avez besoin d'avoir des repères de base, on part sur un rectangle. N'hésitez pas à vous servir du fait, encore une fois, que on peut... Alors, si vraiment on veut rentrer dans le détail, on fait... Alors là, déjà, je suis pas partie totalement droite, les 2 parties sont pas tout à fait égales. C'est pas grave. La moitié, vous pouvez faire pour un repère supplémentaire si vous en avez besoin un quart. Qu'est-ce qu'il veut me taper? Le coffrage, oui. Il met une tête de mort. On prend la moitié de la moitié. Si vous voulez encore faire la moitié de la moitié, on va aller chercher à peu près ici.
Et là, vous avez des repères de base pour commencer à dessiner votre cercueil. On fait la même chose de l'autre côté. Là, par contre, on n'est clairement pas à la moitié, parce que sinon... Oh, quoique, on pourrait. Attendez, je vais essayer. Je l'avais fait moins étroit que ça, mais on peut, si on veut, à la rigueur. Partir là-dessus, si ça peut vous aider. Moi, je l'avais fait plus large, mais en vrai, vous pouvez tout à fait faire un champ de... Oh là! Un champ de cercueil de formes et de tailles différentes. Une fois qu'on a fait ça, voilà, on vient gommer tous les traits de construction, parce qu'après on va venir dessiner à l'intérieur du cercueil, et là, tous les traits qu'on a dessinés vont nous poser problème. Donc, on vient tout enlever. Sachant qu'en plus là on fait des dessins en 2D, donc pour le moment pas besoin de faire de la profondeur. Si on voulait partir sur un dessin avec un peu de perspective, on serait pas parti sur une forme géométrique aussi symétrique, on aurait déjà dû la déformer un petit peu. C'est pas le cas aujourd'hui. Là très simplement, on va venir marquer l'intérieur du cercueil en se servant des traits qui ont déjà été dessinés, mais en plus petit à l'intérieur. Pour ce cas précis, comme on part sur une forme très rectiligne, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à vous servir d'une règle. Dans ce cas précis, je vous taperai pas sur les doigts. Non, très honnêtement, si vous avez besoin d'outils, genre règles, compas, si ça vous rassure, et si ça vous permet d'avancer suffisamment vite, pour pas être frustré, n'hésitez pas à les utiliser. On essaie d'apprendre au fur et à mesure du temps, quand on pratique le dessin, de s'en passer, mais je comprends qu'au début ce soit difficile et qu'on en ait besoin, donc vous n'hésitez pas. Ce qu'on va venir faire, c'est dessiner les planches de bois, et là, je pars pas du tout sur quelque chose de régulier. J'hésite pas à faire des traits qui partent dans des sens opposés, à faire des lames de bois qui sont plus ou moins fines. Je vous montre. Hop. C'est l'irrégularité de vos traits et le fait que ça parte dans tous les sens. Alors là, j'ai fait sans le vouloir une symétrie. Je vais essayer de pallier à ce problème parce que c'est pas ce que je veux. Non, là je suis allée trop... Je vais trop loin, Lucette. Vous savez quoi? Je vais la laisser comme ça, elle sera plus épaisse. Parce que sinon, si je fais un trait... Là, je suis trop symétrique, ça me plaît pas. Ça aurait été la solution de facilité, mais comme je l'ai fait tout à l'heure, si je pars dans l'autre sens, rapidement je vais rejoindre une des lattes sur le côté et le rendu n'est pas satisfaisant à mon sens. Je préfère ne rien mettre du tout. Sachant qu'au-dessus, on va venir rajouter la tête de mort. Ou d'autres ornements si vous voulez mettre autre chose, c'est pas un souci. Et oui, j'étais en train de dire quoi? Que c'est l'irrégularité des traits à l'intérieur du cercueil qui le rend plus intéressant et moins monotone. Faut pas oublier qu'on part sur du dessin qui n'est pas proche de la réalité. On part sur du dessin qui se veut aussi un minimum plus intéressant que la réalité. Et dans ce sens-là, on peut se permettre quelques fantaisies. Une fois qu'on a fait ça, la tête de mort, je crois que c'est la 3e fois qu'on la voit. Soit vous partez sur une forme parfaitement ronde, mais moi je pars plutôt sur une forme patatoïdale. Oui, parfaitement, ça existe. Et je viens en dessous juste accrocher une mâchoire que je veux très volontairement rectangulaire, même si c'est absolument pas le cas dans la réalité, on le sait, c'est pas grave. Quand on schématise, ça permet, en fait, quand on fait des dessins qui sont relativement simples, le fait de schématiser, on gagne en clarté et en efficacité, ce qui permet aux gens qui regardent vos dessins de comprendre tout de suite ce que vous voulez dessiner ou ce que vous voulez véhiculer en termes d'émotion ou d'intention. Donc essayez pas de mettre trop de détails, essayez d'abord d'être efficace dans votre dessin, et après, une fois que l'essentiel est compris,
là vous pouvez rajouter des détails. Et c'est valable pour tout ce que vous dessinez. Ça va et toi? J'achète le cours. Bah écoute, si tu veux, je profite de cette opportunité qui m'est très gentiment donnée par Scraffer pour vous signifier que, effectivement, comme ces cours sont gratuits, et que j'espère bien que ça continuera à être comme ça, si vous voulez malgré tout me supporter financièrement et m'aider un petit peu à vivre de ma magnifique vie d'artiste pauvre, vous pouvez faire des dons sur mon Ko-fi, qui est ma boutique en ligne. J'ai mis le plafond à 1 €. Vous pouvez donner ce que vous voulez, si vous voulez, ça m'aiderait grandement. Évidemment, je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Mais sachez que si vous voulez me soutenir un minimum financièrement, c'est par là qu'il faut passer. Merci beaucoup à Epweti pour le lien vers le Ko-fi, c'est adorable. Maintenant que j'ai fini ma petite pause pub, je continue sur mon cercueil et ma tête de mort. Vous pouvez ne mettre qu'une tête de mort, ou rajouter les os qui se croisent, mais comme je disais tout à l'heure, ça m'embêtait un peu parce que ça fait plus connoté pirate. À ce moment-là, si vous voulez pas mettre d'os derrière qui se croisent, vous pouvez agrandir beaucoup plus la tête de mort pour qu'elle soit plus présente, ou en mettre plusieurs petites de forme et de taille différentes sur le cercueil. Ça peut aussi apporter un effet sympa. Je viens rajouter, hop, les yeux. Et j'avais prévu à la base de mettre des os qui se croisent derrière. Je pense que ça se voit un petit peu par transparence. Mais comme je viens de le mentionner, ce qui peut être vachement sympa aussi, c'est d'en faire des plus petites, qui peuvent être plus allongées. Hop. Celle-là, avec à peu près la même taille, ça va pas. Je vais en faire une plus petite. Voilà, par exemple. Pas hésiter entre deux à venir gommer les traits qui vous embêtent. Et on peut jouer aussi sur la tête, enfin sur la tête, sur la taille, hop, de l'emplacement des yeux. Et là, ça peut commencer à être rigolo. Vous pouvez en ajouter sur toute la hauteur du cercueil. Vous pouvez n'en mettre que quelques-uns. Vous pouvez décaler, par exemple, le plus petit un peu plus vers le bas. D'ailleurs, je vais essayer tout de suite. Voilà, pour créer un léger déséquilibre, mais qui fait qu'au niveau de la compo, c'est un peu plus intéressant. Je vais venir gommer un petit peu l'œil, enfin l'emplacement, la cavité oculaire. Voilà. Si vous voulez après rajouter des J'invite Tata à détails, relire le chat un peu plus haut car elle a dû louper quelques messages. ça marche. Si vous voulez ajouter quelques détails, vous pouvez faire les gonds du cercueil sur le côté par exemple. Vous pouvez aussi ajouter, si vous avez envie, genre des toiles d'araignée. Vous pouvez en fait ajouter plein de petits détails qui vous font envie. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à tester en fonction de ce que vous avez envie de dessiner, de la place dont vous disposez et du temps dont vous disposez aussi, ça peut être vachement sympa. Comment tu fais la toile d'araignée sur le cercueil? Je comprends pas, désolé. C'est parce qu'en fait, je suis pas partie sur une toile à proprement parler. Une toile d'araignée. Alors, tu peux faire d'un très simple. Le truc, c'est que les toiles d'araignée, elles sont pas toujours dessinées de façon très... comment dire? Très réaliste. Dans le sens où, une toile, on est d'accord que sur le coin d'un cercueil, par exemple, si je prolonge un peu les traits, elle se finit pas abruptement comme ça. Mais comme d'habitude, on vient vachement styliser les dessins. Donc ce qu'on fait, c'est que, avec des formes simples, tu viens juste faire ce genre de choses. Après, tu peux soit coller une araignée en plein milieu. J'en fais toujours que 3 des papates, il n'y a rien à faire et je veux pas en mettre 4, j'en mets toujours que 3. Ou tu peux venir vraiment la suspendre quelque part par ici. Et puis d'abord, les araignées, elles ont que 3 pattes, ok? En schématisant, pour coller avec le reste du dessin, tu peux faire les toiles d'araignée très simplement comme ça. Si tu veux en faire des plus grandes et des complètes, n'hésite pas à partir, comme d'hab, d'une forme simple. Tu viens faire une sorte de camembert, et après, à l'intérieur, tu peux venir, tu vois. Alors, tu peux prendre et faire des formes régulières comme je l'ai fait avant, ou tu peux jouer un petit peu avec le truc et faire des formes qui ne le sont pas du tout. Comme d'hab, tu testes.
Tu vois ce que ça donne. Tu viens plus ou moins enrichir ton dessin avec des petites variations dans la toile. Hop. Voilà. Et après, évidemment, tu viens gommer le trait de construction qui est autour. Voilà. Et t'as un truc dans ce style-là que tu peux faire relativement facilement et ultra rapidement. Après, c'est de la même façon, hein. Là, je t'ai fait une forme de base qui est ultra géométrique, mais tu peux tout à fait partir sur un truc qui l'est pas du tout, tu vois. Ça dépend vraiment de ce que tu as envie de faire. Et donc là, on part sur le dernier dessin, la deuxième série des mini-tutos de dessin pour Halloween. On part sur le vampire. Celui-là, il est un peu différent des autres, pour pas mal de petites choses, mine de rien. Notamment au niveau des yeux. Je les ai fait beaucoup plus petits, beaucoup plus étroits. Les pupilles sont infiniment petites, mais ça vient marquer le côté un petit peu fou. Mais pas fou dans le sens ça va en foutre tout à l'heure. J'ai fait des petites cernes sous les yeux, j'ai fait des oreilles pointues. Il est chauve, les sourcils sont beaucoup plus anguleux que ce que je fais d'habitude, et les vêtements aussi. Tout ça vient participer au fait que on comprenne bien que ce soit un vampire, que le gars c'est un bad boy, et qu'il faut pas lui chercher des noises. Allons-y. Donc je remets par au-dessus mon calque blanc pour que vous voyez comment je construis le bonhomme. Il a l'air très malade de la tête. On est d'accord. Mais tu vois, ça rejoint ce que je voulais dire tout à l'heure. Mon personnage là, il n'est pas compliqué dans sa composition et dans les formes que j'ai choisies pour le dessiner. C'est que des formes simples, mais c'est suffisamment efficace pour qu'on comprenne, le personnage et qu'on saisisse la folie du bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour lui, aucune surprise, forme géométrique, un ovale, plutôt vers la hauteur. On peut tout de suite venir gommer les traits qui sont en trop. Après, moi, je suis partie sur une forme plutôt allongée en hauteur. Mais rien ne vous empêche d'essayer d'autres choses, de faire une forme de visage qui est plus étirée sur la largeur, pourquoi pas, si vous êtes on va dire un level, c'est plutôt péjoratif, mais pour l'instant, j'ai pas d'autre mot. Un level au-dessus, creuser un peu les joues, ajouter des détails, on verra ça en fin de tuto. C'est relativement simple à mettre en place, ça va vite et ça peut changer pas mal de petites choses dans votre dessin et c'est plutôt sympa. Donc, la forme de mon visage, elle va pas changer, elle va rester telle quelle, on va juste venir gommer des choses à la fin. Là, ce que je vous conseille de dessiner tout de suite, c'est les oreilles. Alors, on peut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire soit je pars, même principe, hein, une sorte de rectangle qui n'en est pas vraiment un, mais dans lequel on peut venir inscrire quand même les oreilles. Alors, j'ai fait un côté plus large que l'autre, c'est pas bien grave. Je vais venir le modifier, mais franchement, c'est pas gênant. Pouic. Voilà. Une fois que j'ai fait mes petites boîtes, je me sers du coin ici, j'ai réussi à le marquer, on sort de la boîte, on fait un arrondi jusqu'au coin opposé, sauf que comme tout à l'heure, on s'arrête pas, on continue l'ovale jusqu'à toucher le visage, et on reprend la pointe en haut à droite ici, et on part dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va faire un arrondi comme ça, et pas une pointe. On part vraiment, voilà, l'arrondi jusqu'à toucher le visage encore une fois, et on vient gommer les traits de construction. Que normalement, si vous dessinez au crayon, vous avez dessiné de façon très très légère pour pouvoir les gommer comme d'habitude sans faire de traces. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je prends la pointe en haut à gauche, arrondie, qui vient toucher la pointe de l'autre côté, et je prolonge mon trait jusque là. Et je reprends la pointe, et hop, arrondi ici. Si vous avez une technique plus avancée, ce sont des termes bien plus adaptés à ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Epweti. Des fois, ça reste encore très compliqué de dessiner et de vous expliquer en même temps. Je suis pas vraiment multitâche, donc c'est aussi un défi pour moi de faire ce genre de stream-là.
Là par contre, comme le personnage de base il est relativement simple et qu'on va pas ajouter de détails comme pour le loup-garou avec des poils de partout, des choses comme ça, on peut venir habiller un petit peu le personnage en marquant l'intérieur de l'oreille. On va faire la même forme que la pointe de l'oreille, sauf qu'on va arrêter son trait bien avant et on va le faire en plus petit à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous conseiller de venir marquer l'emplacement de la bouche. Trait horizontal qui part un petit peu de biais vers le bas pour venir casser le côté trop géométrique du personnage qui est déjà qui est bien géométrique de par sa tête hyper ronde et relativement régulière. On vient casser légèrement ça en faisant un trait qui part légèrement vers le bas. Demi-cercle. Comme tout à l'heure, on vient placer les canines très simplement avec 2 triangles à l'envers. Et là, comme j'en mets pas en bas, parce que c'est vraiment un vampire, donc ce qu'on met en avant, c'est les 2 dents du haut et jamais celles du bas. C'est dans l'inconscient collectif, c'est comme ça. J'ai la place pour placer la langue. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon nez. Et là, contrairement à ce que je fais d'habitude, déjà souvent mes personnages n'ont pas de nez. Là, j'en mets un pour venir encore une fois accentuer. Hop. Voilà. Le côté un peu monstrueux. Et d'ajouter un élément de visage qui vient à... En fait, quand vous ajoutez des éléments dans un visage, il faut que ça vienne apporter quelque chose. Que ça vienne raconter une histoire, que ça vienne ajouter un élément qui permette de comprendre encore un peu plus ce que vous voulez dessiner comme type de personnage ou de situation. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait des yeux qui sont moins ronds et plus étirés, parce que ça correspond à la physionomie du personnage. Et, comme je le disais, j'ai mis une toute petite pupille, parce que là, en quelque sorte, mon vampire, je l'ai un peu dessiné comme si il venait de voir une proie potentielle et qu'il disait « Oh, je vais faire une régalade !» Genre, trop bonne surprise, c'est open bar. Mais comme c'est un vampire qui est aussi pas très gentil, de la même façon que j'ai fait son nez de façon très anguleuse, je vais venir faire les sourcils qui descendent partie la plus large vers le bas pour montrer qu'il est un peu méchant quand même. Et pour habiller le personnage, je viens ajouter 2 petites rides d'expression, parce qu'il faut pas oublier que les vampires en général ils sont pas tout jeunes. Une fois que vous en êtes là, il n'y a plus grand chose à faire, c'est vraiment le haut du costume, on peut même parler à ce niveau-là quasiment de Dracula, hein, qui est encore une fois tout en pointe, et avec beaucoup plus de lignes qui sont droites et moins courbes que ce que je fais d'habitude. Donc là pour les vêtements, si on veut venir encadrer un petit peu le visage et montrer les vêtements qui sont typiquement associés au personnage de vampire et a fortiori à Dracula, il a un col remontant, vachement présent, et les cols, on pourrait presque dire pelle à tarte, hein. C'est qui font plus années 70, mais en l'occurrence, là ça scie bien au personnage. Donc, en dessous du menton, on va venir faire un V qui vient manger une bonne partie du menton. Après, on prend une pointe de chaque côté et on vient vachement prolonger le trait. Vous pouvez même, si vous voulez, si vous avez un doute sur la longueur à faire pour ce type de détail vestimentaire, vous prolongez le trait. On s'en fout de sa longueur, c'est pas un problème. Si vous avez un souci, si vous vous dites mon trait il sera peut-être pas assez long, vous appuyez pas fort sur votre crayon, vous mettez un trait vachement plus long que nécessaire, et après, à l'intersection, on va venir marquer le bout du col. Là par contre, on voit qu'on est parti sur un arrondi qui passe derrière le visage. Je vous le fais en entier. Vous pouvez le faire aussi et gommer après à l'intérieur. Hop, voilà. Ce qui peut aider à dessiner le vêtement, parce que là on comprend comment il est construit, comment ça se passe derrière le visage, et après néanmoins on peut quand même venir gommer facilement. Voilà, et là, on vient gommer le trait qui est en trop de chaque côté. Voilà, et on a un col qui est construit relativement facilement. Et du coup,
qu'il n'y a pas de problème de niveau d'un côté par rapport à l'autre. On va juste venir marquer le col de chaque côté. Soit vous partez sur un trait droit et vous faites un angle ouvert vers l'extérieur, soit vous partez un peu en arrondi. Les deux sont valables, et là, j'ai fait 2 traits droits à droite et j'ai fait un trait plus arrondi à gauche, et ça choque même pas. Donc vous pouvez vraiment faire comme vous le sentez. Juste pour une histoire de cohérence et de plan dans mon dessin, ne pas oublier de venir gommer ce qui est caché par le col. Et si on veut, on peut aussi... Alors je l'ai pas fait, parce que je l'ai pas tenté. On pourrait aussi venir gommer si on a envie, mais je pense que ça va déformer un petit peu trop le visage, et je suis pas sûre que ce soit cohérent. Gommer les contours du visage ici, mais je pense que ça va pas... On peut, mais à ce moment-là, j'aurais tendance à conseiller de prolonger un peu les traits des oreilles. Et pourquoi pas, voilà, de plutôt venir à mi-chemin, voilà. Là, c'est plus cohérent. On peut faire ça. Et si on voulait, comme je l'ai dit au tout début, creuser un petit peu les joues par exemple, on peut venir ajouter des détails qui sont tout bêtes. Comme ça, et ça vient marquer un petit peu plus le visage. Si j'avais pas fait les oreilles aussi basses, on peut les faire plus petites. On aurait pu venir marquer aussi le creux du menton, de la mâchoire, un peu par ici. Tadam!